Et après, le pire qui me soit arrivé avec l'Ariel, c'était au Big Car Show en 2022, où là, moi, je faisais des baptêmes. Et en fait, j'ai arraché un roulement de roue à 140 sur un vibreur, quoi. Et donc, du coup, j'ai perdu la roue arrière. Ah, carrément perdu. Ouais, elle est partie. Et je me suis retrouvé comme ça avec la caisse. Donc j'ai arrêté la caisse. Alors, une Ariel, c'est très léger, donc en fait, ça s'arrête très vite. Donc même à 140, tu t'arrêtes en 50 mètres, quoi. Bon, ça doit faire bizarre quand même. Hop, je m'arrête et tout. Et en fait, la roue était encore à côté de la voiture au moment où je me suis arrêté. Parce qu'en fait, elle a été retenue par la durite de frein. Ouais, j'allais dire. BF Goodrich. C'est du bon matos. Les durites de frein, c'est incroyable, la solidité. On ne mesure pas la solidité d'une durite de frein. Ils ont tracté une roue, quoi. Et du coup, il monte la caisse sur le pont, Freddy. Et puis il regarde la caisse et puis il me fait, c'était en anglais à l'époque, mais il me fait votre moteur est en train de fuir, votre boîte est en train de fuir. Et le mec il se retourne vers moi, il me fait faut acheter une nouvelle voiture. Et après, ils ont appelé des potes, machin, ils ont découpé des échappements de bouts d'échappements de golf. Ils ont mis 2 gros serres de clamp là. Ouais. Et puis ils ont remonté la voiture comme ça et ils m'ont réparé mon échappement. Et il m'a rien fait payer. Et il me dit vas-y, tu peux partir. Qu'est-ce que j'ai fait moi en tant que gros débile ? J'ai pris une carte 4 tours et je suis allé tourner sur le NURB, tu vois. Très mauvaise idée. Ah. Donc le premier tour était incroyable, c'était incroyable. Le premier tour sur le NURB, c'est absolument phénoménal. Là, c'était ton premier tour ? Ouais, tout premier tour. Ouais. Et deuxième tour, forcément, ça se réouvre, tu vois, forcément avec les vibrations. Donc là, je retourne chez Freddy, un peu la queue entre les jambes, tu vois. Ouais. Il me resserre, donc il était blasé le mec. Ouais. Il me resserre le truc et il me dit maintenant tu rentres à Paris, quoi. T'es gentil mais arrête. Moi ce que je veux savoir, c'est une fois que t'as fini de rédiger vraiment ce premier magazine, que t'en es fier, que tu l'as relu, tu te dis ça me correspond, à qui tu le fais lire, comment tu le fais valider, comment tu te fais valider en fait ton projet. Ouais. C'est ça qui m'intéresse. Et j'ai commencé à le faire lire à plusieurs personnes. Notamment Jérémy Mérès, à l'époque parce que j'étais en train de passer mon BP et donc je lui dis putain je suis en train de faire ça, je suis en train d'essayer de monter ça donc je lui parle un peu du business plan et Jérémy il me dit mais c'est incroyable, il me dit c'est génial, il faut que tu le fasses en fait. Et du coup je lui dis t'auras des conseils sur la partie marketing parce que c'est vraiment là où je suis mauvais. Est-ce que tu penses qu'il faut que j'aille plutôt cibler des influenceurs dans la presse sur Instagram et tout ça, est-ce qu'il faut que je paye de la pub, machin, est-ce que tu peux me donner des conseils ? Et il m'a dit mais mec, en fait il va falloir que tu fasses tout en même temps. Il faut que tu tapes tout azimut en fait, t'as pas le choix. Il faut que tu touches le maximum de personnes, donc il faut que tu tapes tout azimut. Moi c'est Julien.com, vous venez de lancer mon tout nouveau podcast, Garage.com. Garage.com, c'est le podcast des anecdotes automobiles. Pilotes, influenceurs, photographes, écrivains, découvrez les passionnantes aventures de nos invités, tous acteurs de leur passion pour les engins motorisés. Le podcast est également disponible en version audio seule sur toutes les plateformes de streaming. Après votre écoute que j'espère captivante, je vous invite à liker et laisser un commentaire. Vous pouvez également repartager, cela contribue énormément à la visibilité du podcast. Ah, une dernière chose, vous pouvez me suivre sur Instagram pour plus de contenu exclusif, #julien.com. Bon visionnage. Au niveau des projets d'avenir, développement du magazine, quelle est ton ambition ? T'as envie de continuer déjà ? Alors j'ai envie de continuer. Je te disais en 2019, lorsque je discute avec ma femme de ce projet-là, je lui dis, j'avais eu déjà, comme beaucoup de personnes qui veulent se lancer un peu dans l'entrepreneuriat, tu essaies de trouver des idées de choses à mettre sur le marché, tu vois. Ouais. Donc des idées de trucs à mettre sur le marché à la con, j'en ai eu plein. Des perruques pour bébé, enfin des trucs à la con. Ah ouais, carrément. Des trucs à la con. Trop fort. Donc tu sais, tu fais des brainstorming tout seul, Oui. qu'est-ce qu'on pourrait faire, Ouais. machin. Bon bref. Mais en tout cas, entre l'idée d'avoir un produit à mettre sur le marché et la concrétisation du fait de le mettre réellement sur le marché, en fait, il y a un travail de titan et du stress de titan. Donc, si tu veux, il faut le faire dans un domaine où ça te passionne suffisamment pour que tu puisses tenir sur le long terme. Très clairement, toutes les idées de choses qui ne me passionnaient pas, je les ai toutes mises de côté parce que je ne me sentais pas de faire l'investissement en temps et en énergie dans quelque chose qui ne me passionne pas. Donc Vulcan, ça cochait toutes ces cases-là. Bon, belle preuve de maturité quand même, hein, parce que pour le coup, moi, j'ai connu ce genre de business où à l'instant T, c'est pas ta passion, c'est pas un truc qui te fait. Par contre, tu sais qu'il y a du pognon à faire. Dans la durée,
tu tiens pas. Tu tiens pas, Ça non. te dégoûte même. Exactement. Voilà. Tu tiens pas parce que le produit te passionne pas. Exactement. Donc c'est intéressant quand même que tu aies cette réflexion-là. Et du coup, avec ma femme, on se dit, bon, bah, je me donne 3 ans. Parce que je sais que ça va être dur. À ce moment-là, je sais déjà que ça va être très dur. Ah, t'es conscient quand même de Donc ça. je me dis, bon, on va y aller à fond. Au début, je me suis donné 2 ans. Et donc j'avais dit à ma femme, bah écoute, je me mets à fond là-dessus pendant 2 ans, comme une classe préparatoire. Je compte pas mes heures pendant 2 ans et on voit où on arrive au bout des 2 ans. Donc à la fin d'1 an et demi, je commence à préparer ma femme pour dire, bah, en fait, il faut renquiller sur une 3e parce que là, on est à ça et il faut qu'on teste une 3e année, quoi. Ouais. Donc j'enquille la 3e année et à la fin de la 3e année, donc ma femme sur la 3e année, elle avait d'autres projets perso, donc du coup je l'ai soutenue aussi sur ses autres projets perso. Ma femme elle est professeure de lettres classiques, non en français, latin et grec ancien. T'as une fille. J'ai une fille aussi, Ouais, qui a 11 ans. Pour le coup, à l'école, ça va bien se passer. Ça va très bien. Ça va très bien. Entre un scientifique et une prof de lettres, normalement, C'est ça. ça coche toutes les cases. Et du coup, elle a passé son agrégation interne pendant la 3e année. Donc elle l'a eu, etc. Avec les lauriers, avec tout ce qu'il faut. Bravo. Et du coup, à la fin de la 2 ans et demi, bon, bah, là, il faut que je prenne une décision. Parce que c'est rentable, mais c'est pas fou. Ça me prend toujours un temps de dingue. On a d'autres projets. Mais ça te permet de kiffer quand même. Voilà. Et du coup, je me dis, bon, bah, il faut que je trouve une solution. Le plan aussi, c'était d'avoir un 2e enfant. Donc, du coup, là, il est lancé. Il arrive là dans 1 mois et demi. Bravo. Donc, du coup, il faut que je trouve une solution pour que le modèle et l'organisation soient tenables, soutenables. Et du coup, ça veut dire faire rentrer des gens. Donc là, le projet vraiment sur les 3 prochaines années, c'est un projet à 3 du coup maintenant, avec Maïeul et Valentine, de se dire, bon, on lance la chaîne YouTube, on réorganise un peu le magazine, Ouais. on se professionnalise. Et tu veux déléguer un peu quelques parties et je vais déléguer beaucoup de choses. Ouais. Je vais Ok. déléguer beaucoup de Tu veux choses. garder quoi, l'écriture? L'écriture, une partie de l'écriture, je vais les garder. Je vais sous-traiter, je vais leur laisser une partie aussi pour que ce soit aussi leur magazine. Et toute la partie promotionnelle, etc. Aller sur les événements, rencontrer les youtubeurs, etc. Tout, ce sera leur rôle à eux, petit à petit. Ouais, tu veux monter d'une strate. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, je suis obligé. Oui, non, mais clairement. Sinon, je vais jamais réussir C'est pas une mauvaise chose, à cranter pour passer au niveau au-dessus. Et donc, voilà, on se donne 3 ans, on se redonne 3 ans, on repart sur un cycle de 3 ans, parce qu'il faut ça pour tester des nouvelles choses. Je peux pas tout dire là, mais on a d'autres idées en tête Ok. qui vont arriver sur le marché plutôt l'année prochaine. Génial. Donc on teste des choses, on se donne un peu de temps pour voir comment ça réagit, et puis après on enquille, quoi. Toujours pas de volonté de te retrouver sur les canaux classiques de la presse? En kiosque, tu veux Ouais, dire ? en kiosque. Non, surtout pas. Ok. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que la distribution en kiosque, elle est captée par 2 grosses sociétés en France Ouais. qui font de la distribution. Ok. Qui sont des sociétés qui ont vécu extrêmement bien pendant les années 50, 60, 70, qui sont devenues des méga structures, en fait, et qui vivent extrêmement mal, du coup, la baisse de vente. Parce qu'ils ont en fait, pendant des années, comme ils se sont gavés, ils ont des avantages sociaux, ils ont une structure qu'ils ont du mal à remettre en cause, hein, forcément. Hein. Quand ton business baisse, bah, c'est très dur. Tu veux dire qu'ils te pompent des frais astronomiques, quoi? Exactement. Et du coup, ils mettent la pression sur les clients. Donc Ok. en fait, les coûts sont absolument débiles. Les coûts de renvoi, ils vous facturent le pilon. Enfin, ils facturent tout, Ouais. quoi. T'es en train de Parce dire que c'est des que boîtes qui sont en train de mourir. Ce qui ne croit pas meurt. c'est beau. Au prix du magazine actuellement, tu serais pas rentable de le diffuser en kiosque? Impossible. Ouais, impossible. Alors Ok. déjà, il y a une concurrence qui est acharnée en kiosque. Hein. Tu maîtrises pas où est-ce que tu es positionné dans le kiosque. Mes magazines, ils sont hyper quali, mais ils sont en papier brut. Donc autrement dit, dès qu'il y a un peu d'humidité ou des conditions un peu mauvaises, le magazine, il est déglingué. Donc c'est même pas la peine. Ouais. Et puis il est lourd par rapport aux magazines qu'on Oui. a dans la presse, donc ça me coûtera encore beaucoup plus cher qu'un magazine classique. En gros, faut savoir que sur un magazine vendu en kiosque 6 €, la personne qui a créé le magazine, elle touche même pas 1 €. Ouais, c'est ça le ratio. Hein. Le reste, ça part au distributeur. Putain, c'est incroyable. Donc en fait, les magazines que vous voyez dans les kiosques vivent tous de la pub. C'est la pub qui fait leur chiffre c'est d'affaires. un support média. On Exactement. voit sur Suisse, il y a pas mal de magazines un petit peu comme ça, en tout cas ciblés, typiquement horlogerie, voiture, qui sont des magazines très très quali d'un point de vue papier, d'un point de vue première page, couverture. C'est super beau, donc le visuel donne envie de tourner les pages, mais quand tu tournes les pages, C'est que de la pub. c'est que de la pub. Que de la pub. Donc c'est des super... Moi j'en ai parce qu'ils sont super beaux pour mettre sur la table du bureau. Pour accueillir les clients et tout, c'est génial, c'est magnifique. Parce qu'ils ont des belles couvertures et tout. Par contre, dedans, il n'y a
que de la pub. Et ces magazines-là, on les achète même pas en fait. Ils sont disponibles à droite, à gauche, mais c'est vraiment à vocation de diffuser une c'est publicité. un support publicitaire. Exactement. Ouais, tout à fait. Donc voilà, moi c'est pas ce que je veux faire. Oui, non, Très mais clairement, tant mieux. je me suis pas assez sué à lancer Vulcan Magazine pour faire ça, quoi. Ouais. Et le but c'est pas forcément de gagner énormément d'argent avec Vulcan Magazine. Au moins qu'ils soient rentables et que tu puisses te dégager un petit salaire quand même. Payer les gens, continuer à faire ce qu'on aime. Ouais. Et moi, ça me suffit. J'ai eu les dents qui ont rayé le parquet pendant les 10 premières années de ma vie active. C'est bon, je les ai élimées, j'ai plus besoin. Après, c'est pas parce que le magazine n'est pas rentable à l'instant T, ni même dans le futur, que ça te permet pas de développer toute une structure et une organisation autour de ça. Des fois, un business qui est pas forcément rentable, mais qui vit, est le point de départ de plein d'autres choses. Donc, c'est ça, voilà, en fait, c'est pas à dramatique. force de tester des choses, on va trouver à un moment donné une niche qui va être plus rentable que les autres, qui va pouvoir faire vache à lait pour payer les autres. L'objectif, c'est à un moment donné de trouver quelque chose qui permette de générer suffisamment de revenus assez facilement pour pouvoir payer d'autres choses. Et il y a plein de choses que je voudrais faire en vidéo sur la chaîne YouTube, etc. Qu'aujourd'hui je peux pas faire parce que j'ai pas les moyens de le faire, mais demain ça, on va y arriver, quoi. Bon bah cool, parfait. Merci pour ce petit point Vulcan. On passe maintenant sur la partie Porsche. Incroyable, la Porsche qui est derrière nous, dans le coup qui est en face de moi, qui est incroyable. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu son histoire, la genèse du projet, d'où te vient cette idée, ce projet qui est quand même plutôt incroyable? Est-ce que tu veux un petit peu nous raconter l'histoire de cette voiture? Alors la Porsche, le projet il a démarré bien avant Vulcan Magazine. C'est un projet qui a démarré lorsque j'ai lancé ma première société en 2015. J'étais consultant interne et je devenais consultant indépendant. J'avais une idée très précise de combien j'allais gagner d'argent. J'ai très très bien démarré. J'ai jamais eu d'intercontrat, j'ai toujours travaillé. Aussi parce que les clients me font confiance. Du coup, j'ai fait des gros chiffres d'affaires. Et du coup, j'ai réussi à dégager pas mal d'argent avec ça. Et je savais que je voulais... Moi, j'étais fan de Magnus Walker, Singer et tout ça. Singer, déjà? Ah bah, Singer, ça existait déjà, ouais. Ouais, ok. Et un petit garage qui s'est créé à côté de chez moi. J'habitais à une demi-heure de chez eux. Qui s'appelait Machine Revival. Ils sont où? À l'époque, ils étaient à Échalas, c'est dans le Pilat. Là, je suis perdu. La Pilat, c'est entre Lyon et Saint-Étienne. Et son garage, à l'époque, en 2000, donc moi je l'ai rencontré en 2014, c'était chez lui, en fait, dans sa maison. Il était tout seul. Aujourd'hui, ils sont 8, ils sont à Bayonne, c'est un garage énorme. Ah ouais? Oui. Donc, on a créé quasiment en même temps. Il a créé en 2013 sa société, moi en 2015. On se rencontre en 2014, alors que j'étais encore salarié. J'essaye ses Porsche. Il avait fait 2 backdates à l'époque, Echoes et Judd. Parce qu'elles ont tout un nom. Ouais, elles ont tout un nom, ouais. Et du coup, j'essaye et c'est la révélation. Je me dis, putain, il me faut ça, c'est génial. En gros, c'est le Lotus Elise avec un moteur 6 cylindres. En gros, c'est une Exige V6, mais qui a encore un poids de Lotus Elise. J'aime bien la référence, les deux me parlent. Donc, j'essaye, je trouve ça génial. Je me dis, il m'en faut une. Je discute avec lui, on essaie de faire un chiffrage, tu vois. J'avais encore la Caterham à l'époque. Bon, alors, il essaye la Caterham, j'essaye ses Porsche et tout, c'était trop cool. Une super journée. Et on essaie de faire un chiffrage, on fait un premier chiffrage. Je veux un backdate, tu vois, sur base de 3,2 litres, un truc vraiment classique. Et on était déjà pas si classique que ça à l'époque. On était déjà sur un chiffrage aux alentours de 60-70 000 euros, tu vois, pour faire le minimum, quoi. Hors voiture. Avec la voiture dedans. Mais à l'époque, ça coûtait pas encore. Oui, parce à l'époque, tu trouvais des Porsche à refaire, tu trouvais à 20 000, 20, 25 000. On n'est plus sur les mêmes budgets maintenant. Non, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Je te parle de ça, donc c'est 2014. Et donc, il me dit, écoute, et là, il avait des très bons conseils, Nicolas Aquiles de Machine Revival. Il me dit, si tu veux faire ta voiture, je sais que t'as pas les sous tout de suite, il faut que tu achètes la base, c'est le premier truc. Il faut que tu achètes la voiture, parce que les prix vont augmenter. Si tu as la voiture, tu feras le projet. Si tu n'achètes pas la base, tu te lanceras jamais. Du coup, je l'écoute et j'achète la base. J'achète la base qu'on voit derrière sur les photos. Incroyable. Donc j'achète un pot de fleurs en Bourgogne, une merde, une 912 toute pourrie. Elle était quand même 912. C'était une 912. Alors en fait, déjà dès le début, lorsque on se dit, bon bah finalement on part pas sur un backdate. Au moment où on parlait du backdate, c'était en 2014. Au moment où je lance vraiment le projet, c'est 2015. J'ai commencé ma société, ça fait 6 mois que je suis implanté. Je commence à récupérer les premiers sous de mes clients. Voilà, ça commence à bastonner un peu. Je me dis, bon bah c'est bon, j'y vais, faut y aller, je la rappelle. Je lui dis, écoute, on achète la base, on fonce. Donc on achète la base et je lui dis, mais par contre, je veux faire un truc un peu particulier, je veux qu'on parte d'une empattement court. Donc je veux une voiture en empattement court et tout. On commence à chercher de 911 en empattement court. Les pots de fleurs en 911 en empattement court déjà à l'époque, ça avait commencé à... Ouais. C'était 35 000.
Empattement court, pourquoi? Tu voulais plus de vivacité, Parce que oui, alors déjà, moi ça me faisait rêver là, les 2 litres cup là qui bougent comme ça là, Ouais. tu vois. Et puis les 2 litres cup, je suis pas sûr que ça existait déjà à l'époque, mais il y avait déjà des mecs qui roulaient avec des short wheelbase. Je vois très bien. Ça me faisait rêver, et j'avais envie d'avoir ça comme voiture. Et toute, tu vois, la plus petite, la plus menue, vraiment la 911 d'origine, 64, 63, la ligne la plus pure, je voulais ça. Et avec un swap. Je voulais un swap je voulais quand même du couple, tu vois, je voulais de la puissance, mais un 3 litres 2, ça me suffisait. Et puis, on achète la base, et puis le temps passe, en fait, moi je progresse, j'avais ma fille aussi, donc je dois changer de voiture, je m'achète la 996 entre-temps, et puis j'avance comme ça. Et puis, le projet avance, et je me dis, on fait plus de compromis, ça y est, c'est fini, on se donne plus de limite de budget. Donc le budget était passé à 100 000, puis 150. Ah oui. Et je dis bon, on arrête les limites de budget. Maintenant, vu que de toute façon on en est là, autant aller jusqu'au bout et on fait plus de compromis. Donc je veux le plus gros moteur, je veux la boîte qui tient, je veux un châssis soudé, je veux un arceau sur mesure. Et donc carrosserie fibre et tout. Et donc du coup on achète les pièces au fur et à mesure, on fait le puzzle, on achète tout. J'achète le moteur à Los Angeles. C'est quoi comme moteur? C'est un M64 de 993 cab, boîte auto. Quelle puissance d'origine? 272 chevaux, c'est sans le varioram. Et cylindré? 3 litres 6. 3 litres 6, ok. Donc le plus gros, alors le 3 litres 6 a été développé en 3 litres 8 aussi, mais c'est le même moteur. Le plus gros moteur, et je voulais un moteur aussi d'origine, avec les internes d'origine. Ah, il n'est pas forgé là, par exemple. Il y a rien. D'accord. Il est full origine. Parce que comme ça, c'est beaucoup plus fiable. C'est une façon de voir les choses. Ok. Ça monte simplement dans le moteur, ce swap-là? Ah oui, alors en fait, le compartiment arrière, il n'a pas bougé depuis 1963 jusqu'à 1998. Ah oui. C'est incroyable. C'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, c'est l'évolution du moteur Metzger. En gros, c'est toujours le même moteur, hein, depuis la 2 litres. Jusqu'à la 3 litres 6 des 993. Donc en fait, c'est vraiment une évolution très lente chez Porsche. Du coup, tout est plus ou moins interchangeable. Donc en fait, la caisse, elle est de 68, le moteur, il est de 1995, la boîte, elle est de 1985. C'est une boîte de quoi? C'est une boîte de 3 litres 2 avec le refroidisseur d'huile. C'est une 915, c'est une boîte 915 de 3 litres 2, donc avec la commande à câble, plus légère. On fait des choix techniques. Tous les choix sont discutables. Tu vois, monter une G60, ça aurait été beaucoup plus performant. Oui, mais pas le même feeling. Ah ouais? Là, tu as un feeling hyper mécanique avec la 915 que tu n'aurais pas avec une G60. Plus actuel. Beaucoup plus actuel. Une G60 avec un shifter, c'est incroyable. Ah qui voit une dogbox, quoi. C'est vraiment fou. D'ailleurs, tout le monde swap la G60. Hein. C'est pas pour rien non plus. C'est que c'est quand même une sacrée boîte. Ok. Donc voilà, moi je fais plutôt le choix de l'authenticité, du fun et puis d'un truc vraiment très mécanique. Ensuite, il faut lancer les trains. Ouais. Alors les trains, je commande tout. Pareil, pas de compromis. Je dis à Nicolas, écoute, je veux des trucs très perfo. On fait pas des montages comme ça, on sait pas ce qu'on monte. Du coup, on a commandé les trains chez Tutil en Angleterre. Et donc, tout le système de freinage, pareil. Je voulais vraiment quelque chose de très précis. Donc, j'ai un système de freinage complet avec 6 pistons devant, 4 derrière, 6 répartiteurs manuels et pédale box. Donc, en fait, c'est une voiture de course. Clairement. Partie freinage, c'est une voiture de course. Il n'y a plus du tout le système d'origine, il n'y a pas de master vac. C'est un double palonnier avec des durites tressées partout. Ouais, ça freine autant que t'appuies, quoi. Exactement. Et ça freine très très fort. Et ça consomme pas de frein parce que c'est tout léger. Et la voiture allégée à mort. On a tout monté en fibre. La caisse n'est pas soudée, mais l'arceau est soudé dessus. Parce qu'il faut quand même que la caisse elle puisse vivre, sinon ça craque. Donc c'est vraiment l'arceau qui fait la rigidité de la voiture. Du coup, on est en portière fibre. On est en tout fibre, sauf le toit et les ailes arrière. D'accord. On n'a pas trouvé en... Alors, le toit, on pourrait le trouver, mais le risque avec le toit, c'est que ça se voit au bout d'un moment. J'ai choisi la pire des couleurs, noir. Catastrophe. Un enfer. À rester propre, ouais, catastrophe. Un enfer. Et puis même à travailler la fibre sur du noir brillant comme ça, c'est un cauchemar. Mais ils ont accepté de le faire. Ils m'ont fait un intérieur mi-Raptor, mi-noir brillant sur l'arceau, qui est absolument incroyable. L'arceau, c'est Blood Motorsport qui l'a fait. Ils sont où, eux? Alors ils étaient à Villefranche. C'est la dernière voiture qu'ils ont fait. Maintenant, il est parti aux États-Unis. Il travaille avec Chris Forsberg sur le championnat de drift D1. Ah ouais? Ouais. D'accord. Donc un très très grand gars, Pierre Chavera, c'est lui qui a fait l'arceau de la voiture. Il y a plein de détails comme ça. Ouais. Il y en a plein. Construction, reconstruction, qui a duré combien de temps? La reconstruction pure. Alors ils ont fait un montage à blanc. Après ils ont fait toute la partie tôlerie pour redonner la voiture une carrosserie sans gruyère, quoi. Ouais.
ensuite l'arceau soudé, et ensuite remontage complet. À partir du moment où on a récupéré l'arceau soudé, remontage complet, 1 an et demi de remontage. C'est à peu près ça les ordres de grandeur. Donc ça, c'était vraiment l'ambition de la voiture, avoir une voiture très très performante avec un look old school, Exactement. mais vraiment voiture compétitive, clairement. La voiture marche très fort. On manque un peu de largeur de voie sur les grands appuis, sur les grands circuits, par rapport à des caisses beaucoup plus récentes. Puis zéro aéro là pour le coup. Et zéro aéro, par contre, très aérodynamique. C'est-à-dire qu'en ligne droite, c'est une fusée. Mais par contre, sur les grandes courbes... c'est compliqué. Alors, et puis, on est avec l'équilibre des 911 de l'époque. Donc, au-dessus de 180, c'est très compliqué. Il y a le cul qui essaye de se barrer. C'est surtout que tu as un effet pendulaire. L'avant, il fait ça. Donc, faut s'habituer. Faut la connaître, quoi. Faut la connaître. Les gros freinages au-dessus de 200, c'est compliqué. Mais ça le fait. Hein. Ça le fait si tu roules en Smith Slick. Après, si tu roules avec des pneus plus routiers, c'est beaucoup plus compliqué encore. Ouais. Donc projet mené à bien par Machine Revival. Ils sont allés jusqu'au bout. Ouais. Ils en ont chié. Ah ouais. Ouais, bah oui, ils en ont chié. Parce que, en fait, c'est pas des projets qu'ils font d'habitude. D'habitude, ils restent quand même dans les specs OEM de la voiture. Ils ont le moteur d'origine, tu vois, ils font peut-être une petite prépa sur le moteur d'origine. Ils ont plusieurs niveaux de prépa qu'ils proposent aux clients. Mais globalement, c'est, la voiture est dans sa config d'origine et puis c'est plus de l'esthétique. Donc tu vas avoir un bel intérieur en cuir, très bien fini. L'interface, ils vont refaire ta boîte pour que la boîte soit super bien guidée parce que sur les boîtes sur les 911, c'est quand même une misère. Donc ça, là, la boîte, tu verras, c'est hyper bien guidé, c'est vraiment très agréable, quoi. C'est très très viril. Quelque chose qui est très esthétique, qui se voit très très bien, c'est la partie admission, qui est phénoménale. Pourquoi vous êtes parti dans un délire comme ça ? C'était une volonté ou c'était purement pour de l'efficacité ? On voit avec les 2 prises d'air qui sortent directement dans les custodes sur les côtés. La partie boîte à air, c'est pas Machine Revival qui l'a faite, c'est Polo's Machine. C'est un mec qui travaille à Vienne, chez BMC. On a fait une vidéo YouTube à ce sujet là, pour montrer comment on avait fait. Le besoin au départ, c'est un besoin d'efficacité. On avait des cornets au départ qui faisaient énormément de bruit. Et du coup, on voulait monter des filtres. On a monté des filtres, mais on n'avait pas la place de mettre des gros filtres. Parce que les cornets sont très hauts. Et du coup, on est parti sur l'idée de créer un plénum, comme les Singer. Et j'ai regardé ce qui se faisait en plénum à monter comme ça, en pièces, et ça n'existe pas. Et du coup, Polo, lui, il fait des admissions sur mesure. Okay. Et il m'a dit, mais je peux te le faire en impression 3D. Et là, je me suis dit, ce serait hyper stylé si on faisait un plénum avec des facettes et tout, avec le nom de la voiture, machin dessus. Il me fait, oui, pas de problème. Trop bien. Du coup, je lui fais un design. Donc moi, je lui fais un dessin, un croquis, en lui disant j'aimerais que ça ressemble à ça et tout, que c'est trop stylé, machin. Et du coup, il me l'a fait. Incroyable. Il me l'a fait. Et après, le plénum, ça marchait bien, mais on avait des problèmes de tempête d'admission qui s'envolaient. Donc pareil, on fait des tests, on essaye. Ça fait 1 an qu'on dévermine la voiture. Là, c'est bon, elle marche nickel. Et les tempêtes d'admission, elles s'envolaient. Du coup, on s'est dit ce serait trop cool si on avait une admission dynamique qui passait par les fenêtres et tout. Et j'ai trouvé des fenêtres avec des prises NACA aux États-Unis. J'ai fait importer. Et puis après, je me dis, tu te branches sur les fenêtres là, et puis là, ce serait trop stylé si tu peux faire un truc comme ça, avec des facettes et tout, comme ça, on fait comme la boîte à air et tout. Il m'a dit, pas de problème, bon, je te le fais. Une sacrée recherche et développement, et le résultat est incroyable. Mais le résultat est stylé, ça se voit pas tout de suite. C'est pareil, l'arceau soudé, tu le vois pas. Non, c'est les petits détails qui font quand tu t'intéresses à la voiture, tu te dis, ouais, c'est pas mal. Pardonne-moi mon ignorance, mais là, on est injection. Ouais, alors on est tout passé en électronique. Donc on est en injection électronique, allumage électronique, on a une Max EQ et on a des boîtiers papillons. Et donc là, on sort, avec le moteur, les internes stock, on sort 317 chevaux, comparé aux 272 d'origine. C'est déjà sacrément suffisant. Ouais. Pour quel poids ? À vide, elle fait 880 kg. Ah oui, ok. Et avec le plein, elle fait 960. Et avec moi dedans, c'est confidentiel. Non, mais bel objet, effectivement. Ouais, on se rapproche d'une Lotus, quoi. Clairement. C'est vraiment ça. C'est vraiment une Lotus avec un énorme moteur. Très intéressant. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle 913 BB pour Blackbird. 913 parce que c'est 912 avec un moteur 993. Et BB pour Blackbird. Génial. Incroyable voiture. C'est un peu ta dream car ? C'est ça. C'est la voiture. En fait, quand tu as essayé plein de voitures. Et puis que tu vas arriver aussi à ça, c'est que tu connais les défauts et les avantages d'un paquet de voitures, parce que j'en ai essayé quand même un paquet dans ma vie. Et au bout d'un moment, tu dis, il me faut la voiture sur mesure, en fait. C'est que ça pour atteindre, tu dis, il me faut une voiture sur mesure. Tu peux faire de la voiture sur mesure en modifiant une voiture qui te plaît beaucoup pour la mettre à ton goût, mais l'étape ultime, c'est de fabriquer une voiture sur mesure pour ton usage, quoi. Ok, très bien pour cette voiture. Cette voiture, c'est aussi une voiture que tu te sers pour faire des baptêmes. Elle sert essentiellement à ça. Tu partages beaucoup. Moi, je te suis sur les réseaux sociaux. La voiture, j'ai l'impression qu'elle roule tous les jours. Elle roule beaucoup. C'est impressionnant. Et c'était aussi une volonté, parce que quand tu as une voiture comme ça, aussi aboutie, aussi exclusive, aussi bien finie,
Tu peux aussi avoir le côté de j'ai pas trop envie de la sortir pour pas l'abîmer, j'ai pas envie que tout le monde monte dedans pour me rayer le bas de l'arceau ou m'abîmer le siège. Toi, j'ai l'impression que c'est pas du tout ta vision. Toi, Non, plus les gens montent dedans, plus t'es content. Exactement. Moi, j'adore cette voiture parce que elle est hyper performante. Ouais. Elle fait un son de dingo. Elle est très très impressionnante sur circuit. Et donc quand t'emmènes les gens en baptême, ils ont une banane mais incroyable. Et en même temps, ça fait caisse de show. Tu la déposes sur un salon, tu la nettoies un peu, elle brille de partout. Et effectivement, j'ai pas peur. Les gens, ils peuvent monter dedans, ils peuvent s'asseoir au volant, voir comment ça sent à l'intérieur. Il y a une odeur particulière. Tu vois, ils peuvent toucher les commandes et tout. Il y a aucun problème. C'est vraiment, elle est faite pour être utilisée. S'il y a des pièces qui pètent, eh ben on les change. C'est pas très grave en fait. Bah, bravo pour ça. Hein. Je remarque qu'il n'y a pas un logo Vulcan. Non, elle n'est pas logotée la voiture. Ok. Mais l'Ariel avait déjà été commencée. L'Ariel n'avait pas de logo Vulcan, mais elle commençait déjà à être associée au magazine. La 913, au bout d'un moment, elle sera indissociable du magazine en fait. Bon, il n'y a pas besoin de logoter, je pense. Bon, c'est déjà le cas hein, dans tous les cas. Hein. Oui. Les gens, quand ils parlent de Vulcan, on parle très très rapidement de la Porsche. Hein. En tout cas, moi, c'est les échanges que j'ai eus avec des personnes qui sont abonnées du magazine. C'est un véhicule marquant. Et il y a une photo qui a très très bien marché sur Instagram qu'on a faite avec une photographe qui s'appelle Elsa Carto, qui est la photo avec le Blackbird, l'avion, qui a vraiment été repartagé, mais c'est incroyable quoi. Et puis tout le monde piquait l'image, du coup il y a plein de groupes qui ont repartagé cette photo, et du coup c'est très drôle parce que les gens sur les circuits, souvent quand on va sur les circuits, les gens ont vu cette image, ils disent putain mais c'est la voiture de l'image avec l'avion et tout, c'est la incroyable. Ouais, c'est génial. C'est très drôle. Est-ce que tu as pour ambition d'en faire un magazine ? J'aimerais bien faire un spécial sur Machine Revival. Ça serait génial. Mais j'ai du mal à voir comment je peux le faire. Mais j'y réfléchis. Il y a un autre projet qui est en cours là. Et je voudrais voir, qui est pas fait par moi. Alors je veux pas spoiler donc j'en parle pas. Mais à mon avis ça va s'approcher de ce que j'avais en tête. Donc je veux pas forcément marcher sur les plates-bandes d'un collègue. Qui fait du très bon travail. On va clôturer cette partie Porsche. Dernière petite étape de notre podcast. Vision d'avenir, les projets, la famille. Tu as quand même un état d'esprit. Tout à l'heure, tu as froncé un peu les sourcils sur le mot entrepreneur, mais pour le coup, tu es un réel entrepreneur. Est-ce que tu as d'autres projets ? Est-ce que tu as d'autres ambitions, d'autres business à venir, des choses que tu aimerais développer ? Alors effectivement, je fronçais les sourcils parce que je trouve qu'on a une vision un peu galvaudée de l'entrepreneur. Moi, j'aime bien le fait que les choses se font naturellement. En fait, lorsque j'ai lancé Vulcan Magazine parce que c'était indispensable au fait que j'aille mieux. Aujourd'hui, j'arrive à un stade où je plafonne un peu et il faut que je choisisse. Est-ce que j'augmente, est-ce que je modifie mon organisation pour cranter au-dessus, faire un level up et créer une équipe. Et c'est ça mon objectif aujourd'hui. Et ça se fait naturellement, c'est-à-dire que j'arrive forcément à une espèce de limite, un plafond, où si je veux pouvoir dégager plus de travail avec le temps que j'ai, j'ai forcément besoin d'avoir une équipe derrière moi. Et donc ça se fait naturellement en fait. Et ça, j'aime bien sentir ce moment où les choses se font naturellement. Quand je suis devenu indépendant, ça s'est fait naturellement. J'arrivais à une limite. J'ai demandé à mon employeur, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je vous donne deux alternatives. Soit vous me proposez un poste de direction, soit je me mets en tant qu'indépendant et puis on peut continuer à travailler ensemble et vous m'aurez plus facilement sur le long terme en indépendant. Ils ont réfléchi en interne, ils ont donné la réponse. Mais en fait, les choses se sont faites vraiment naturellement. Ouais. Et je ne crois pas vraiment en ce mythe de l'entrepreneur qui a une idée incroyable et puis qui va la mettre en œuvre et puis ça va marcher. Tu vois, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment, les choses se font de façon naturelle. On arrive à un moment où on est un peu bloqué, à un carrefour. Il faut prendre une décision. Est-ce qu'on prend le risque ? Est-ce qu'on ne le prend pas ? Maintenant, je sais, j'ai appris avec les années à reconnaître ces situations où tu te retrouves à un carrefour et tu dis attention, là, il faut prendre à droite ou à gauche. À gauche, c'est plus risqué, mais il y a plus de valeur ajoutée. À droite, ça continue un peu comme aujourd'hui. On fait les mêmes chiffres, mais ça va bien. Et après, et voilà. Et du coup, maintenant, j'ai appris à prendre à gauche à chaque fois. Ok. Oui, c'est une belle vision d'entrepreneur quand même. Ok, très bien. Ton équilibre vie privée, vie professionnelle, vie privée, tend à s'équilibrer, je pense. L'objectif, c'est bien ça. Hein. L'objectif, c'est qu'effectivement, avec l'équipe Vulcan, que je puisse récupérer un peu de temps, un peu plus de temps de famille. Voilà, moi, j'ai donné 3 ans vraiment à fond sur le magazine. Je pense que là, ma famille va très bien, hein,
Mais il est temps que je passe un peu plus de temps avec mes proches et mon petit bébé qui va arriver dans un mois. C'est l'objectif. Ça aussi, c'est énergivore. Je parle en connaissance de cause. Concernant l'avenir de l'automobile, toi, tu es baigné quand même dans le milieu automobile, tu discutes avec plein de passionnés, tu essayes plein de voitures. Comment toi, tu vois les choses dans l'avenir, particulièrement d'un point de vue passion? Alors, étonnamment, moi, je suis très optimiste. C'est-à-dire que je pense que l'automobile de sport, parce qu'on va parler essentiellement de l'automobile de sport, Passion, ouais. mais aussi classique, vraiment l'automobile de collection, quoi. Collection et automobile de sport. Je pense que les deux se rejoignent un peu sur ce phénomène. Ça va devenir un peu comme l'équitation. C'est-à-dire que ça va se faire dans des cadres beaucoup plus sécurisés, beaucoup plus restreints, beaucoup plus de niches. Okay. Mais ça va continuer à se faire et ça va continuer à se développer avec des nouveaux acteurs, on le voit de toute façon. Il y a de plus en plus de rassos. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que moi je suis né un peu à la fin de la période où c'était encore accessible à toutes les bourses de rouler avec une voiture de sport. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. C'est ce que j'allais dire. Et aujourd'hui, on a une espèce de clivage entre les gens qui roulent avec et les gens qui regardent. Et donc, mais ça n'empêche pas qu'il y ait de plus en plus de rassemblements. C'est-à-dire que les gens qui roulent avec ces voitures-là partagent de plus en plus avec les gens qui n'ont pas forcément les moyens de rouler avec, mais du coup qui peuvent venir voir. Et puis tout le contenu qu'il y a aujourd'hui sur Internet, c'est incroyable. Enfin, moi, quand j'étais enfant, il n'y avait rien. Il y avait quelques magazines, il y avait Turbo sur M6, Automoto, il faisait rouler des jet skis, des avions et des motos. Enfin, tu vois, il y avait que ça. Aujourd'hui, Instagram, tu veux du contenu auto, t'en as à profusion, sans arrêt, quoi. Tu peux swiper jusqu'à ce que ton pouce se décroche, quoi. Je trouve quand même, pour pondérer un peu tes propos qui sont honorables, qu'il y a beaucoup plus de parts de rêve maintenant que de parts pour vivre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je dirais pas comme ça. Je dirais il y a beaucoup plus de spectateurs que d'acteurs. Mais d'un autre côté, comme les voitures sont inaccessibles, tu peux plus les acheter. Le sport automobile, c'est pas du tout populaire. Les petites GTI, elles sont plus non plus accessibles. Ça n'a jamais été populaire, le sport automobile. Oui, sport auto, bien sûr. Mais typiquement, les GTI à l'époque. À l'époque, quand tu avais 20 ans, tu pouvais t'acheter une 205 GTI. Oui, tu pouvais t'acheter une 205 GTI, mais par exemple, tu savais pas la réparer. Parce qu'aujourd'hui, il y a tous les tutos sur Internet, tu as toutes les infos pour pouvoir la réparer. Moi, j'ai acheté des voitures, des AXGT, des machins, des petites GTI, des 106 XSI, des trucs comme ça. Ouais. Je ne savais pas les réparer. Ouais. Et il n'y avait pas les tutos, etc. pour apprendre à le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a énormément d'informations. C'est beaucoup plus accessible. Au niveau information, c'est beaucoup plus accessible. Le problème d'aujourd'hui, c'est les prix. Ouais, voilà, c'est ça. C'est les prix qui s'envolent. C'est essentiellement ça le problème. Ouais. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup plus de spectateurs que de personnes qui vraiment profitent réellement de la passion. C'est ce que je voulais dire. Malheureusement. Oui, et après aussi, il y a un autre phénomène, c'est que moi, quand j'avais 15 ans, j'étais persuadé que j'allais vivre la fin du moteur thermique. Qu'il n'y aurait plus d'essence. Ah, déjà à cette époque-là ? Bah oui. Donc c'était en quoi ? En 98, 2000 ? Ah, t'étais déjà conscient de ça ? Bah oui, ça, on commençait, tu sais, on avait les courbes, il n'y avait pas le gaz de schiste encore, on n'avait pas les réserves américaines, hein. Ouais. Donc on voyait qu'on était sur ce qui ne croit pas meurt, hein. Donc on voyait qu'on était sur la pente descendante, et je m'étais dit, mais quand j'aurai 40 ans et que je pourrais m'acheter une Porsche, je ne pourrais pas rouler parce qu'en fait, il n'y aura pas d'essence. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que, en fait, il y aura toujours de l'essence. Jusqu'à ma mort, je pourrais rouler avec ma Porsche. L'essence de synthèse, on voit que le prix se stabilise entre 3 et 3,50 € le litre. À 3,50 € le litre, je continue à prendre ma Porsche pour rouler sur circuit, hein. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, déjà, voilà, moi, je suis plutôt optimiste sur le fait qu'on pourra continuer à rouler avec nos anciennes, qu'on pourra continuer à faire encore un peu de circuit, des choses comme ça. Peut-être moins, mais mieux. Tu vois, quelque chose comme ça. Ok, très bien. La partie véhicules de sport électrique, est-ce que tu as pu déjà essayer des véhicules électriques performants ? Alors moi je suis un espèce de connard de puriste, tu vois. Donc les véhicules électriques vraiment ça me laisse froid, mais d'une force, c'est affreux. J'arrive pas à m'y mettre. Et je pense qu'on va objectivement vers aussi un certain nombre de scandales, un Electric Gate ou un truc comme ça, tu vois. Notamment sur toute la partie recyclage des batteries. On est en train de s'en rendre compte sur les accidents. En fait, on ne sait pas réparer une voiture électrique. Donc du coup, les voitures électriques réparées, elles perdent la moitié de leur perf. Elles sont mal réparées. On ne sait pas récupérer une batterie qui a éclaté. Pour moi, il y a un vrai scandale à ce niveau-là. Je pense qu'on va en entendre parler dans les années à venir. À mon avis, d'ici 1 à 2 ans, ça va péter et on va se rendre compte qu'il y a un vrai problème avec ces voitures électriques qu'on ne sait pas réparer et qu'on ne sait pas recycler, quoi. Je pense, moi, qu'ils ont vraiment forcé
sur la voiture électrique, ça se sent, oui. en disant c'est le remède à tout, la réponse à toutes les problématiques. C'est surtout une nouvelle ère qui permet de vendre à balle des voitures qui vendent 2 fois le prix que ça coûte. Notamment Renault qui se sont fait des niveaux de marge incroyables ces dernières années avec la vente de véhicules électriques. On voit bien, d'ailleurs, les véhicules électriques, les prix se sont pété la gueule. Avec de l'argent public. Hein. Oui, exactement. Donc c'est juste, pour moi, ça a été forcé, c'est juste une nouvelle manne pour faire tourner un nouveau mode d'économie. Bon, après, voilà. Moi, je trouve quand même que ça a tendance un petit peu à se calmer. On revient du tout électrique. Ça se fait beaucoup plus intelligemment ces derniers mois que ça s'est fait en mode forceur à la sortie du Covid, où vraiment, si tu roulais avec un diesel ou un essence, t'étais un paria, t'étais une sombre merde et tu pensais qu'à détruire la planète. Là, maintenant, ça s'est un peu pondéré. Et je trouve ça plutôt intéressant, moi. Je trouve qu'il y a une certaine forme de maturité dans la voiture électrique. Et j'ai un peu plus foi en l'avenir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui, et je pense que l'argument écologique, il est compliqué à tenir. Je pense que sur cet argument écologique, typiquement, la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que tu es pour l'écologie ? Enfin, je ne vois pas comment on peut être contre l'écologie, mais bien sûr que j'ai envie de vivre sur une planète agréable, etc. Et je pense qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut qu'on arrête un peu de se mentir aussi. Je suis un peu fatigué des gens qui voient le réchauffement climatique dans le premier coup de vent un peu fort qui passe, tu vois. Ça m'agace. Et d'un autre côté, ça m'agace aussi de voir la façon dont on traite certaines ressources. De façon inéthique ou de façon stupide quoi. Je vais penser au cobalt ou des choses comme ça ou même aux ressources halieutiques, aux poissons, des choses comme ça. On gère très très mal ce genre de choses. Donc, mais les choses vont plutôt dans le bon sens. Je pense que moi je pense que la société aujourd'hui, même au niveau mondial, elle va plutôt dans le bon sens, même si on a des petits soucis en Russie là. Ouais. Mais globalement, je pense que ça va dans le bon sens parce que je suis persuadé d'une chose. C'est que lorsque tu as un comportement où tu produis du bien autour de toi, et en fait, ça diffuse beaucoup plus que si tu trahis les gens et que tu leur fais du mal. Ouais. En fait, si tu fais du mal aux gens, les gens vont te fuir. Ça isole. Le mal, ça isole, alors que le bien, ça diffuse. Donc du coup, voilà, il y a une dissymétrie à ce niveau-là qui fait que globalement, les choses tendent plutôt à s'améliorer. Après, effectivement, je suis persuadé que le mensonge fait le lit aujourd'hui des régimes totalitaires comme on voit en Russie ou ailleurs en Chine, etc. Il faut que les gens arrêtent de se mentir et qu'ils lèvent les yeux parce que sinon, ça peut vite partir en vrille. Bon, sur cette note positive, on va conclure un petit peu ce podcast. Déjà, Sylvain, merci à toi pour ton accueil. Merci pour ton temps. Je pense qu'on en est à peu près à 17 heures de podcast. Et c'était bien. Ouais, c'était très intéressant. Moi, j'ai appris pas mal de choses. Donc, merci à toi. Pour rappel, des réseaux sociaux, tu es sur quels réseaux sociaux ? Je suis sur Instagram, vulcan.mag. Vulcan.mag, ok. Facebook, pareil, vulcan.mag. Et YouTube, vulcan.mag, tout attaché. La chaîne, ça s'appelle vulcan.mag. Pas de C'est TikTok ? essentiellement ça. Ah, TikTok, TikTok, c'est un enfer. C'est un enfer, mais c'est un vecteur de followers assez intéressant quand même. Je sais. C'est très compliqué. Effectivement, mais Vulcan n'a pas vocation à être un média de masse. Juste un dernier aparté, mais on peut vouloir produire du contenu pour les masses. Alors ça fait très connard de dire ça, mais je veux dire, si tu fais du contenu qui est très racoleur, ou tu fais du contenu qui est très humoristique, tu vas toucher tout de suite une grande masse de personnes. Oui. C'est pas forcément ce contenu-là que moi j'ai envie de créer avec Vulcan Magazine. Et donc aller sur des plateformes comme TikTok qui vraiment se focalisent sur ce type de contenu, c'est vraiment pas évident pour nous. Parce qu'après, tu es associé aussi au fait d'être sur TikTok, etc. Tu n'attires pas les mêmes personnes. Je mettrais quelques exceptions à ça. Tu vois, typiquement, pour moi, un Villebrequin, ils avaient vraiment réussi à attirer ces gens-là avec du contenu très racoleur, très humoristique, mais après à emmener ce contenu-là, à emmener ces gens-là, à emmener toute cette audience très populaire vers du contenu avec beaucoup plus de valeur ajoutée, beaucoup plus d'histoire, etc. Ouais, sur du Vultech, des choses comme ça. Exactement, des choses vraiment assez pointues, assez niches. Ouais, clairement. Et je trouve qu'ils avaient vraiment fait ça très très bien. Oui, ils sont très forts. Et après, je pense par exemple à des grands succès populaires de cinéma du genre Intouchable ou Amélie Poulain à l'époque.
où là on avait des contenus qui étaient, des films qui sont très fins, mais avec des émotions qui touchent vraiment toutes les couches de la population. Pour moi, ça c'est l'élite. Ça c'est l'élite du contenu créatif. Clairement, on n'y sera jamais. Hein. Je me fais aucune illusion, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, nous, c'est vraiment de faire le contenu qui nous plaît, de proposer, d'offrir une proposition de contenu très niche, mais très qualitative, et de voir si on arrive à embarquer suffisamment de monde sur un contenu comme ça. C'est vraiment ça l'approche. Ok, pas de TikTok. On y est, mais c'est un enfer. Petit rappel également pour le podcast, on peut le visionner dans sa version comme vous êtes en train de le faire actuellement YouTube sur la chaîne julien.com. On peut également l'écouter, c'est quand même la base d'un podcast, donc sur l'ensemble des plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Vous pouvez retrouver aussi les coulisses du podcast sur les différents réseaux sociaux tels que Facebook, donc julien.com YouTube. Sur la partie Instagram également, julien.com, et je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si on parlait de TikTok, j'ai un petit compte TikTok aussi où j'essaye de partager deux, trois choses, julien.com également. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas naturellement à le liker, à le commenter, à le repartager, voire même le noter sur les différentes plateformes de streaming. Ça nous aidera vraiment beaucoup pour le développement et pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner également sur les réseaux sociaux de Vulcan. N'hésitez pas à vous abonner également au magazine, parce que c'est vraiment un magazine de grande qualité, sinon je ne serais pas ici. Et il me reste qu'à vous dire à la prochaine. Ciao. Finito. T'avais une petite partie sur les voitures de rêve, les voitures préférées, les machins, hein. Ah ouais? À la fin, des trucs. Elle est là ta voiture de rêve, il faut besoin d'en parler.